Printemps 2021, un article du New York Times révèle l'existence d'échanges de SMS entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Échanges qui ont lieu alors que l'UE est en pleine négociation du 3e contrat d'achat du vaccin de la firme américaine. Le contrat le plus important jamais négocié par l'Europe, 1,8 milliard de doses pour 35 milliards d'euros, le SMS Gate éclate. Malgré les demandes répétées des députés de la commission spéciale Covid, de journalistes ou encore de la Cour des comptes, Ursula von der Leyen n'a toujours pas rendu public ses e-messages. En avril 2023, Frédéric Baldan, citoyen belge et lobbyiste de son État, décide de passer un cap supplémentaire en déposant auprès d'un juge d'instruction liégeois une plainte pénale avec constitution de partie civile contre la présidente de la commission elle-même. Une plainte pour corruption, usurpation de fonctions et de titres, destruction de documents publics et immixtion dans des titres et fonctions. Le 8 juin dernier, Michel Rivasi, eurodéputé Europe Écologie Les Verts et membre de la commission spéciale Covid-19, organise une conférence de presse qui vise à faire le point sur le SMS Gate. Frédéric Baldan y est invité à expliquer sa démarche. Ce que j'entends demander au juge d'instruction, c'est simple. C'est, par exemple, comme dans l'ordre d'enquête, c'est qu'il saisisse le téléphone qui a servi à échanger ces SMS, que ce soit par WhatsApp ou peu importe. Il ne pouvait imaginer que cette communication à la presse allait lui coûter cher. Michel Rivasi organisait une conférence de presse au Parlement européen à Paris sur le SMS Gate pour reprendre les différentes étapes donc, du journaliste Fanta qui s'en est saisi, de la médiatrice européenne, de la Cour des comptes de l'Union européenne, du New York Times qui est intervenu, et puis après le parquet européen, le PPO, et mon cas personnel qui était en fait dans le cas du SMS Gate la partie pénale. Donc vu qu'on tout avait été tenté sur le plan administratif et civil, et vu que personne n'osait vraiment faire la partie pénale, j'ai dit très bien, voilà, je suis témoin de faits qui m'apparaissent comme étant infractionnels, je les dénonce à la justice. Je suis intervenu à titre personnel, je crois que je l'explique à peu près partout. J'ai déclaré partout dans la presse quels étaient mes intérêts professionnels et le fait que je sois professionnel du secteur, et que j'intervenais bien à titre privé, et que je n'avais pas d'appartenance politique. Ce qui arrive ensuite à ce lobbyiste spécialisé dans les relations sino-européennes relève du surréalisme. Sa société de conseil est en effet soudainement suspendue du registre de transparence européen, un registre public qui répertorie les quelques 12 000 lobbies et leurs activités auprès des institutions. 3 heures après la conférence de presse, j'ai eu la surprise de faire l'objet apparemment d'un contrôle de qualité par le registre de transparence au niveau de ma déclaration. Alors c'est quelque chose d'un peu surprenant pour moi parce que quand je demande initialement l'inscription de mon entreprise au registre de transparence, il y a une vérification de mes données. Il y a une vérification normalement de qui on est quand on fait les premières demandes de badge. J'ai réitéré à peu près 6 fois d'affilée la même demande de réaccréditation, parce que tous les ans, on doit redéclarer nos intérêts. Et donc, pendant 6 ans et 7 vérifications, je n'ai jamais eu de problème avec l'administration. Et soudainement, 3 heures après la fin de la conférence de presse de Michel Rivasi, je me retrouve avec un contrôle de qualité de mes données, et l'administration se rend soudainement compte que mes données sont incohérentes. Et l'administration m'explique que j'ai 5 jours ouvrables pour répondre à toute une série de questions vagues, parce qu'on ne me dit pas, tiens, on ne comprend pas tel élément de votre déclaration. Non, mais selon le code, et on leur met des articles un peu flous, et on ne me met pas clairement en cause. Donc c'est même difficile de se défendre, parce qu'il n'y a pas d'accusation nette. Ce registre de transparence, dans sa forme actuelle, résulte de laborieuses négociations depuis 30 ans entre les 3 institutions européennes. Les lobbyistes ne sont pas obligés de s'y inscrire, mais figurer dans cette base de données permet néanmoins d'atteindre le cœur du processus législatif. Cette question de l'obligatoire, elle est revenue très très régulièrement depuis 2006, qui a été la première publication de la Commission où elle a dit voilà, qu'est-ce que vous penseriez du fait qu'on mette en place un registre ? 2008, elle l'a mis en place. 2011, il a été conjoint avec le Parlement. Et très régulièrement, cette question est revenue sur la table, à telle enseigne que même les présidents de la Commission, en tout cas typiquement Jean-Claude Juncker, donc le président précédent de la Commission européenne, est arrivé en disant dans mon mandat, il y aura le fait de rendre obligatoire ce registre. Et puis, ils n'y sont pas parvenus.
Donc, il y a eu toute une série de réformes du registre qui ont visé à rendre le registre inévitable, incontournable. Et donc, dès décembre 2014, il est pour rencontrer officiellement un directeur général ou un commissaire, il faut avoir été enregistré dûment en tant qu'organisation, en fait, dans le registre de transparence. Et très récemment, il y a eu un vote, en tout cas au Parlement européen, suite au Qatargate. Désormais, en fait, cette obligation va s'appliquer à tous les députés. Donc, il faudra avoir été enregistré pour pouvoir officiellement rencontrer des gens dans le processus législatif. Donc, dans la profession, je dirais que c'est globalement perçu comme un gage de sérieux d'être dans le registre. Et c'est sans doute une façon de donner aussi à avoir son réseau et sa surface institutionnelle. Au final, ce qu'ils font, c'est de m'empêcher d'être lobbyiste déclaré. Donc ça veut dire que pour travailler, si je décide de travailler en respectant le code d'éthique et de transparence, c'est simple, je ne peux plus travailler. La suspension de mon organisation a pour effet de suspendre en fait de facto mon accréditation. Ce registre est facilement consultable sur le site de l'UE. Difficile en revanche d'y voir clair sur sa gestion et les services dont il dépend puisqu'il ne figure sur aucun organigramme. Et si sur le fond, la suspension de M. Baldan peut sembler contestable et évoquer une manœuvre de représailles, sa forme, quant à elle, relève manifestement d'un abus de droit. Je reçois un mail pour ma suspension qui n'est même pas signé. Donc en fait, j'ai quelqu'un qui me fait des griefs qui s'appelle le secrétariat du registre de transparence, qui n'a pas d'adresse postale, qui n'a pas de numéro de téléphone et qui n'a pas de nom de représentant. Donc en matière de droit administratif, c'est un peu choquant, c'est-à-dire que c'est un acte administratif posé par un fonctionnaire que je ne peux pas identifier. Le fonctionnaire, il a une responsabilité. D'ailleurs, il peut engager la responsabilité extra-contractuelle de l'institution par son action. Et donc, je suis fondé à connaître le nom du fonctionnaire. Il n'y a pas de matière de vie privée là-dedans. Hein. C'est quand même un fonctionnaire public. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait diverses demandes à l'administration en disant « Mais vous êtes en train de porter atteinte au droit à la bonne administration parce que vous ne me permettez par votre motivation formelle, pas d'identifier quels sont exactement les éléments retenus contre moi, mais en plus, je ne comprends pas qui pose l'acte administratif, quelle est la voie de recours, parce que vous ne me l'indiquez pas, et qui je peux saisir en cas d'abus d'autorité du fonctionnaire éventuellement en face de moi. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis un peu gêné, parce que vraiment, je connais très bien les problèmes de transparence administrative. Là, je suis face à une administration qui ne veut plus coopérer. Donc, je suis quand même face à l'administration en charge de la transparence, et elle ne veut pas indiquer comment la joindre physiquement, et elle ne veut pas expliquer qui la représente. À partir de là, j'ai dû faire tout un travail de recherche pour essayer de comprendre qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. Et donc, je comprends que c'est quelqu'un qui dépend, de ce que je peux voir dans les emails qu'on m'a adressés d'un autre service, c'est quelqu'un qui serait du secrétariat général de la Commission. Donc, ça veut dire le secrétariat qui est directement en contact avec les commissaires européens. Et donc, ça veut dire que c'est l'administration qui a le niveau N-1 par rapport aux gens que j'ai mis en cause. C'est-à-dire Ursula von der Leyen, dont on peut se demander si, dans cette affaire de SMS, elle n'est pas aussi coupable de mesures de rétorsion. Il y a un problème de temporalité et de cohérence de la démarche. Ça veut dire que je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce contrôle, qui en plus est ciblé. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le cadre de mon renouvellement annuel. Mon renouvellement annuel, je pense qu'il avait eu lieu 2 mois avant, donc c'est presque comique. C'est-à-dire que le 1er avril, mes données étaient cohérentes, mais par contre, au mois, je pense que c'est le 8 juin, elles sont soudainement devenues incohérentes. Donc c'est là que ça a un côté complètement ridicule, c'est-à-dire qu'on ne peut pas estimer que c'est un acte normal. Alors ce que je peux penser qu'éventuellement ils auraient en tête en faisant ce genre de choses, c'est de dire c'est assez angoissant de se dire qu'on a un lobbyiste qui se promène dans les locaux, qui a accès aux fonctionnaires, qui a accès aux politiques et qui en fait peut obtenir davantage d'informations ou d'influence sur ce qui a été fait et qui est reproché aujourd'hui à Ursula von der Leyen. Donc, une façon, c'est de dire, alors, on l'écarte complètement des institutions de manière arbitraire et on diminue éventuellement sa capacité de nuisance. Dans cette histoire du pot de terre contre le pot de fer, les enjeux sont de taille. Car connaître le contenu de ces fameux SMS permettrait sans doute d'en savoir davantage sur le 3e contrat signé avec Pfizer, auquel, secret des affaires oblige, personne n'a accès dans sa version intégrale. Un deal qui contraint l'UE à acheter encore 70 millions de doses par an jusqu'en 2027, soit plus de 6 milliards d'euros, alors que la pandémie est derrière nous. Sans compter les stocks en train de se périmer dans tous les États membres et qui se comptent aussi en millions. Alors qu'est-ce qui a été négocié ?
et surtout mal négocié. Une question bien embarrassante pour la présidente de la Commission, candidate à sa propre succession en 2024 et qui lorgne également le poste de secrétaire général de l'OTAN. En attendant, 4 mois après sa suspension, la société de conseil de Frédéric Baldan n'a toujours pas été réintégrée dans le registre et l'instruction pénale suit son cours à Liège. Mais le pot de terre aurait-il ébranlé la dame de fer européenne ? S'ils voulaient me démontrer que j'ai de l'impact sur eux, ils ne pouvaient pas mieux faire. Donc moi, je suis presque reconnaissant. C'est-à-dire que nos actions, les gens pouvaient manquer d'espoir ou se dire que ça ne sert à rien de saisir la justice ou que tout est pourri partout. Mais ils nous montrent, en agissant de la sorte, qu'on a bel et bien de l'impact sur eux, sinon ils ne feraient pas de manœuvre de représailles. Donc c'est extrêmement motivant, en fait, à titre personnel. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant qui ne vit que grâce à son audience. Donc, si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr.